Avant de parler de mouvement, avant la lumière et avant l'action, il y a une question fondamentale. À quelle distance je place ma caméra ? Cette distance, ce n'est pas uniquement un détail technique, c'est un choix narratif et émotionnel. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur la forme et ce qu'on appelle l'échelle des plans, c'est-à-dire la taille du sujet dans le cadre, du plan le plus large au plan le plus serré. Et à chaque étape, on va voir ce que ce choix provoque chez le spectateur. Le plan général ou grand ensemble est le plan du contexte. Le décor domine largement le cadre. Le personnage, s'il est présent, devient petit, parfois insignifiant ou même absent. Ce plan sert avant tout à situer un lieu, un environnement, à décrire un monde. Il permet d'entrer dans le contexte, surtout en science-fiction, comme par exemple dans Star Wars ou dans Blade Runner. Émotionnellement, le grand ensemble crée de la distance. Il peut évoquer la solitude, la grandeur, l'écrasement par l'espace, ou au contraire une forme de liberté. C'est un plan très utilisé pour ouvrir une séquence, changer de lieu, installer une atmosphère. Attention, un grand ensemble n'est jamais neutre. Selon la composition, il peut être rassurant ou menaçant, spécialement s'il est associé à un mouvement de caméra, une entrée dans un univers avec la caméra qui avance, la découverte d'un espace avec un effet de grue, etc. Ce type de lecture dépend aussi de la focale, mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. À ce stade, le spectateur observe. Il n'est pas encore impliqué émotionnellement, mais la manière dont le plan est fait lui fait comprendre les bases de ce qui va se jouer. Le plan d'ensemble rapproche légèrement la caméra par rapport au grand ensemble. Le décor reste important, mais le personnage devient clairement lisible avec l'action. On commence à comprendre qui est là, où il se situe et ce qu'il fait. C'est un plan de relation spatiale. Il montre comment les personnages occupent l'espace, la distance entre eux, la hiérarchie visuelle, l'équilibre ou le déséquilibre. Émotionnellement, on est encore dans une observation, mais dans le cadre de la séquence et de l'action. Le plan d'ensemble est très narratif. Il permet de suivre une action complète tout en gardant le contexte. C'est souvent le plan qui pose la base d'une scène avant d'entrer dans les plans plus serrés. On garde ou on montre le personnage isolé et on joue sur son rapport à l'environnement et donc à la scène. Un plan d'ensemble qui joue sur échelle peut rendre l'impression d'un combat démesuré, comme ici avec l'arrivée du prêtre dans L'Exorciste, ou jouer sur le mystère, comme dans Shining face aux deux fillettes. Le rapport du personnage à son environnement est le cœur de la scène. En anglais, on peut distinguer le wide shot et le full shot, dans le sens où le premier se focalise sur l'environnement, et peut-être bien plus large que le second, qui serait essentiellement un plan en pied du personnage. Mais en français, on reste sur un plan d'ensemble, quel que soit le niveau entre le grand ensemble et un plan plus rapproché. Le plan italien cadre le personnage à partir du genou, de manière plus serrée qu'un plan en pied classique ou le full shot dont on a parlé juste avant. Historiquement, c'est un plan qu'on retrouve surtout dans le cinéma ancien, coincé entre le plan d'ensemble donc et le plan américain. Son intérêt est simple, il densifie la présence du corps. On voit la posture, la gestuelle globale, le rapport du corps à l'espace, sans être trop éloigné. C'est un plan relativement neutre. Quoique ça dépendra comment il sera amené émotionnellement. C'est un plan de présence physique, on sent le personnage, son poids, son énergie, tout en gardant l'attention sur l'environnement. En anglais, on fait une différence entre le medium long shot et le medium full shot par rapport à ce qui est mis en avant. La notion de long shot détermine une longue focale qui nous montrera surtout le décor, quand le full shot nous met en avant le personnage. Mais les deux ont basiquement le même ratio d'image. Aujourd'hui, le plan italien est beaucoup moins nommé, mais il reste pertinent pour montrer un déplacement, une attitude complète ou une action lisible de bout en bout. Le plan américain est l'un des plans les plus célèbres du cinéma. Il cadre le personnage à mi-cuisse. Et il est né pour des raisons très concrètes. Dans les westerns, il fallait voir à la fois les visages et les armes du personnage. Mais ce cadre a survécu parce qu'il est extrêmement efficace. C'est le plan de l'attitude. On lit le corps, les gestes, la posture,
tout en restant suffisamment proche pour percevoir l'intention. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Il permet aussi de lier ensemble des plans dans une action constante et se focalise assez sur le personnage pour faire sortir le jeu d'acteur. Pour cette raison, il sera d'ailleurs beaucoup utilisé en comédie. I've never seen those before in my life. Bazooka? I have a permit for that. Émotionnellement, le plan américain réduit la distance. On n'entre pas encore dans l'intimité, mais il peut montrer les connexions entre les personnages. Ici, dans le film Creed, Ryan Coogler appuie sur les plans américains pour montrer le rapport de force entre les personnages, mais aussi la violence du combat. À ce niveau, le jeu d'acteur est prédominant dans son ensemble. La gestuelle et la position détermineront ce que ressentiront les spectateurs. Avec le plan rapproché, on franchit un seuil important. Ici, le décor passe au second plan. Le visage devient central. Dans le plan poitrine, on entre clairement dans la relation humaine. Émotionnellement, ce plan évoque la proximité, l'écoute, la confiance. Il permet aussi de montrer l'assurance du personnage. Comme dans cette scène de Seven, David Fincher utilise le plan poitrine comme un plan d'équilibre pour renforcer le drame et n'utilise le gros plan que pour mettre en avant une révélation ou une information. You're retiring. 6 more days and you're all the way gone. Won't be the first time you've left unfinished Those business. other cases were taken as close to conclusion as humanly possible. And if I may speak freely, We're all friends here. C'est le plan privilégié pour l'interview, le témoignage, le dialogue intime. À cette distance, chaque détail compte. Le regard, la respiration, la lumière sur le visage. Chez Wes Anderson, le plan poitrine permet de renforcer la symétrie de l'image, et il nous place directement à la place de l'interlocuteur du personnage. Le spectateur n'observe plus seulement, il commence à s'identifier. On découvre en plus le relationnel entre les personnages. Christopher Nolan construit également beaucoup ses séquences autour des plans poitrine, comme ici dans Inception. La séquence commence sur un plan large, et plus le personnage de Cobb donne des informations, plus nous nous rapprochons. Quand Ariadne pose ses questions à Cobb, la scène passe à quelque chose de plus intense. On arrive au gros plan qu'à la fin, lorsqu'Ariadne comprend l'enjeu de ce que lui raconte Cobb. C'est un jeu de patience qui nous permet de nous concentrer sur ce qui se raconte plutôt que sur les effets, et ça rend la compréhension beaucoup plus effective. Cette valeur de plan, entre le plan américain et le gros plan, permet de donner des informations précises sur l'assurance, la confiance du personnage et leur rapport à l'autre. Thank you for your cooperation. Good night. Le gros plan est un plan de vérité émotionnelle. Il isole le visage, il supprime presque tout le contexte. Ce plan ne décrit pas, il révèle, et le sujet devient le contexte. Il impose une proximité forte, parfois inconfortable. On va soit rapprocher la caméra de l'acteur, soit utiliser une focale courte pour le détourer et l'isoler encore du fond. L'arrivée du gros plan dans le cinéma et la télévision a permis de mettre en avant le jeu des acteurs et une intériorisation très particulière. Avant cela, on restait cantonné à des plans très larges, et le jeu passait par une théâtralisation beaucoup plus extrême avec de très grands mouvements. Cette technique provient à l'origine de l'éducation des sourds-muets à travers la photographie pour développer la compréhension de la lecture sur les lèvres. Mais le public trouvait le procédé grotesque sur grand écran et totalement contre-naturel. Il faudra finalement attendre la télévision que le système soit repris et devienne un élément important de la grammaire cinématographique. Le gros plan est utilisé pour les décisions, les révélations, les moments de tension intérieure. Un gros plan attire toute l'attention. Il oblige les spectateurs à ressentir ce que vit le personnage. Il peut aussi permettre d'extérioriser des sentiments extrêmes, comme avec le choix d'ouverture extrêmement grande comme chez Jean-Pierre Jeunet. C'est un plan puissant qui doit toujours être justifié. S'il est gratuit, il devient démonstratif.
mais s'il est nécessaire, ça devient un plan inoubliable. Le très gros plan cadre un détail. Là où le gros plan cadre un visage en laissant de l'espace autour, le très gros plan se concentre sur un élément du visage, du corps. Et quand ce plan sert à isoler un objet ou une information, on parlera alors d'un insert. Ce sera une question de fonction et on verra ça plus tard. Il attire le regard, là où on veut que le spectateur regarde. Le très gros plan va mettre l'emphase sur un objet spécifique, accentuer un symbole et sa signification, se concentrer sur une émotion ou l'attention du spectateur. Il peut servir à construire une tension, comme ici dans Le Bon, la Brute et le Truand. C'est un plan généralement bref et très fort, souvent utilisé comme une ponctuation, un point d'exclamation qui dit « Regardez ça !» On donne de l'emphase, de la puissance à l'objet ou à sa signification. Dans Men in Black, cette succession de très gros plans montre la détermination de Jimmy, mais aussi le côté inexorable de sa décision d'entrer dans les Men in Black. Le personnage disparaît. Le très gros plan ne doit jamais être décoratif. Il fonctionne lorsqu'il a une valeur symbolique, un indice, un signe, un élément du récit. À ce stade, on n'est plus dans la description, mais dans le sens même de l'image. En conclusion, l'échelle des plans, ce n'est pas juste une liste de noms à retenir, c'est une échelle d'émotions. Plus la caméra est loin, plus elle raconte le monde. Plus elle se rapproche, plus elle raconte l'humain. Maîtriser la valeur des plans, c'est apprendre à choisir ce que le spectateur doit ressentir à chaque instant. Dans les prochains épisodes de Focus, on verra comment ces formes deviennent des outils narratifs, par le cadrage, le mouvement et surtout leur fonction dans la scène. C'est tout pour ce premier épisode de Focus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on revient très bientôt pour un nouvel épisode. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.